Le Zoom de ce Smart Impact, on va décortiquer les attentes des consommateurs, des entreprises en matière de politique RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, des entreprises. Mon invité, c'est Xavier Houot. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes associé au cabinet Bain & Compagnie, expert durabilité et responsabilité. Alors, on va dévoiler les résultats d'une étude que vous avez menée auprès de 19 000 personnes dans 10 pays différents. Un mot quand même de Bain & Compagnie, quels sont vos métiers? C'est quoi l'activité de Bain & Compagnie? Alors, Bain & Compagnie est un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet international présent dans un grand nombre de pays, y compris ici bien sûr en France. Et nos métiers, c'est d'accompagner les entreprises de tous les secteurs dans leur transition, au pluriel, élaboration stratégique et transformation de leurs opérations, y compris le digital. Dans leur transition, c'est l'ADN de l'entreprise depuis sa création il y a quoi, une cinquantaine d'années? Ou alors c'est quand même un objectif, notamment sur la partie environnementale et sociétale, un nouvel objectif? Et si oui, depuis quand? Alors ça fait une quinzaine d'années que Bain & Compagnie a ajouté à son portefeuille d'offres vraiment des spécialités autour de l'accompagnement de la transformation écologique, sociétale, durabilité. Ouais. En revanche, ça fait une cinquantaine d'années que le cabinet existe pour accompagner les transitions stratégiques de ses clients. Ça, c'est un principe de base. La transformation d'une entreprise, ça fait partie de sa pérennité, on va dire ça comme ça. J'ai vu en préparant l'émission que vous avez créé un outil qui s'appelle le Net Zero Navigator. De quoi il s'agit? Alors, c'est un outil en fait qui sert à aider nos clients à naviguer les questions du carbone. Donc, cet outil permet à nos clients et nous avec nos clients de travailler à l'objectivation, à la quantification de leur empreinte carbone et d'accélérer l'identification des gisements de réduction de ce carbone et de trouver la façon de réaliser leur décarbonation de leurs empreintes, de leur périmètre à eux-mêmes et aussi de leurs achats et de leurs clients en accélérant leur prise de décision. En fait, c'est un outil sur base d'intelligence artificielle qui permet, sur la base de bases de données techniques. Donc on entre les données de l'entreprise. Alors même en connaissant des données même parfois assez limitées sur l'entreprise, son secteur, sa taille, l'outil permet déjà d'avoir une première estimation de l'empreinte carbone de l'entreprise pour accélérer l'échange et identifier les gisements principaux pour décarboner et ensuite d'en comprendre le coût-bénéfice. Et ça permet de faire de la circularité un pilier stratégique? Alors souvent, dans beaucoup de secteurs... C'est souvent ce qui ressort, quoi. La circularité, l'électrification, la décarbonation des usages, le recours aux énergies à bas carbone comme le renouvelable apparaissent comme des leviers importants, mais la circularité est un sujet essentiel. Quand Ben anime par exemple au sein du Forum économique mondial à Davos, des tables rondes sur la circularité, on est le partenaire. On était il y a quelques semaines à New York pour la Climate Week. Le sujet de la circularité est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il permet de décarboner. Et en même temps, il permet de contribuer à servir les clients d'une manière absolument performante pour eux. Donc on voit que la circularité émerge comme un sujet stratégique, décarbonant et à la fois permettant de garder l'intimité client, de permettre des économies financières. Et donc c'est un beau sujet. Et puis parfois de transformer des déchets en ressources, ce qui est quand même un élément gagnant-gagnant. Alors je viens à cette étude menée donc auprès de 19 000 personnes dans 10 pays, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Brésil, Allemagne, France, Italie, Japon et Indonésie. Déjà, l'objectif, pourquoi une telle étude? Alors, pourquoi? En fait, Bain, on est une entreprise qui aime apporter de la donnée, des chiffres. Donc, on aime apporter des éléments tangibles. D'ailleurs, nos clients apprécient beaucoup ces études. Et donc, on aime avoir donné de la réalité derrière les tendances que nous observons. Donc, on mène ce genre d'études plusieurs fois, chaque année, sur différentes thématiques. Pourquoi cette étude tous les ans, auprès d'une vingtaine de milliers de citoyens du monde? Parce qu'on a envie de prendre la température, année après année, de la manière dont les citoyens du monde choisissent leurs fournisseurs, adoptent des modes de vie plus ou moins responsables, quels sont les freins qu'ils ont, quelles sont les thématiques qui émergent. Et donc, grâce à cette étude, on peut prendre comme une forme de température. Et comme vous l'avez cité, on cherche à avoir une variété de pays, de types d'économies, et les leçons sont assez intéressantes. Oui, à la fois auprès des consommateurs, mais aussi de cadres qui peuvent être évidemment dans des centrales d'achat ou au cœur de ces enjeux de circularité et de durabilité. Je donne un premier résultat de cette étude sur les préoccupations des citoyens. 60% d'entre eux, donc on est dans 10 pays, plus préoccupés par le changement climatique qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. Et alors, ce que je trouve intéressant, si on rentre un peu dans le détail,
souvent, c'est lié à des expériences personnelles. Ils ont vécu un épisode météorologique extrême. Absolument. L'étude 2024 est très intéressante à ce sujet. Ça fait vraiment 2 ans qu'on voit une accélération de cette prise de conscience, notamment intellectuelle et mentale, mais y compris sa traduction dans les actes d'achat. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on vote avec notre carte bancaire? Alors pour l'instant, les gens expriment dans l'étude qu'ils achètent avec les émotions qu'ils ont ressenties en voyant ces sécheresses, ces manifestations climatiques extrêmes. Et dans l'ensemble des pays du monde, c'est le sujet numéro 1, la thématique numéro 1 qui fait que les personnes confessent ou expriment avoir modifié leur comportement d'achat. C'est le fait d'avoir touché de manière très personnelle le changement, beaucoup plus que les informations qu'ils peuvent recevoir par les médias. Oui, mais alors, je vous avoue que ça m'a surpris cette tendance parce qu'on sort de 2 années d'inflation. Et qu'on l'a vu notamment sur le marché du bio. On a vu que l'un des effets collatéraux de cette inflation, c'est une rétraction du marché du bio. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, ça? Alors, l'étude regarde aussi sur l'appétence à payer. Donc, dans les pays économie émergente, on voit dans l'étude que plus de 50% des consommateurs ou des citoyens sondés reconnaissent qu'ils perçoivent encore un mode de vie durable comme plus cher. C'est 36% dans les économies plus développées. Donc le facteur de prix est important. Il est aussi vu comme un facteur d'économie, c'est-à-dire quand on change ses modes de transport, son alimentation, la façon dont on chauffe et où on refroidit sa domicile sont aussi des manières d'économiser de l'argent. Donc c'est en train d'évoluer. Il y a quelques années, la caricature a été beaucoup plus forte, où on associait plus simplement, plus facilement des modes de comportement d'achat durable avec un mode de vie plus onéreux. C'est en train d'évoluer, mais ça reste un élément très important. Dans cette étude, je le disais, vous avez également interrogé des cadres d'entreprise, notamment sur la relation entre fournisseurs et clients. Quelle leçon principale en ressort? Il y a 2-3 leçons très importantes qui ressortent. On a étudié 500 cadres, à la fois des acheteurs et des vendeurs dans le monde business to business. Ce qui est intéressant, c'est 85% des entreprises qui sont des vendeurs, des fournisseurs de solutions expriment qu'elles considèrent que leur entreprise est capable de rencontrer les attentes de leurs clients en matière de durabilité, donc assez satisfaits de leur offre et de leur capacité à l'exprimer. En revanche, seulement 53% des clients, eux, expriment que leurs attentes sont satisfaites. On sent qu'il y a un certain niveau, un besoin d'écoute, à minima. Ou alors on se voit un peu plus beau qu'on est, quoi. Certainement. Et par ailleurs, on voit aussi que les entreprises, les fournisseurs, les équipes commerciales de ces entreprises ne sont pas assez équipées, elles le reconnaissent, pour articuler la valeur ajoutée environnementale ou sociale, pour la démontrer. Et les clients, pour une bonne partie d'entre eux, considèrent que les attentes qu'elles ont en matière de décarbonation, qui sont principales pour 70% d'entre eux, ne sont pas suffisamment rencontrées. Donc ce que l'étude montre, c'est qu'il y a un besoin de réajustement, en tous les cas, pour que les fournisseurs écoutent mieux leurs clients et soient plus en capacité d'objectiver, de quantifier l'impact de leurs solutions pour rencontrer les attentes de leurs clients. Un autre résultat de l'étude qui rejoint ce que vous nous dites, 36% pour les acheteurs justement B2B, 36% qui déclarent qu'ils quitteraient un fournisseur qui ne répond pas à leurs attentes en matière de développement durable. Est-ce qu'il y a des différences selon les pays? Est-ce que dans votre étude, vous êtes allé, vous avez cette finesse d'analyse? Alors sur cette étude-ci, B2B, l'approche était plus sérielle que géographique. C'est quelque chose qu'on a reconnu dans l'ensemble des secteurs qu'on a pu sonder. C'est que le sujet devient sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus uniquement de faire appel à des fournisseurs qui soient responsables, dont les pratiques sont reconnues comme respectueuses. C'est très bien, c'est nécessaire. Mais maintenant, ce qui est acheté, c'est de la performance. Donc les clients cherchent vraiment à acheter de la part de leurs fournisseurs des offres, des technologies, des produits, des services dont ils sont capables de mesurer l'impact sur leur propre stratégie RSE. Donc le niveau de jeu s'élève et dans l'ensemble des secteurs. Oui, et alors je reviens sur ce que vous nous disiez sur le fait qu'il y a beaucoup de cadres commerciaux qui se disent on n'est pas suffisamment armés ou pas capable d'articuler ces impacts positifs. Est-ce qu'il y a la crainte d'être attaqué sur autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être parfait sur tout, l'entreprise parfaite n'existe pas. Nous, on dit très souvent ici que l'important, c'est la trajectoire qu'une entreprise a décidé de prendre. Est-ce que le frein, vous l'identifiez comme tel? Alors, la crainte d'être critiqué sur un aspect de son activité, fait qu'on ne communique pas sur le reste, quoi. Nous, ce qu'on a plutôt vu dans l'étude et ce qu'on observe en travaillant avec nos clients sur ces sujets, c'est que c'est plutôt un travail peut-être un manque de données quantitatives. C'est-à-dire que les entreprises qui vendent leurs solutions, peut-être, n'ont pas toujours la capacité à objectiver
l'empreinte carbone qu'ils vont permettre d'améliorer auprès de leurs clients, ou la circularité qu'ils vont permettre de rencontrer, d'améliorer, plus qu'une appréhension. Donc par exemple, j'étais juste avant de rejoindre chez Bain, j'étais pendant 10 ans chez Schneider Electric, groupe industriel français, et je faisais partie des équipes qui cherchaient à objectiver justement la façon dont les offres de Schneider Electric apportent de la valeur à leurs clients. Donc c'est un travail qui requiert un travail d'écoute, de compréhension dans les bâtiments, dans les industries, les data centers, comment ces offres apportent de la valeur à leurs clients. Et donc quand le travail de quantification se fait, l'élaboration d'une valeur ajoutée durable pour les entreprises est plus facilement réalisable. Merci beaucoup Xavier Huot et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite, c'est parti.